Nous commencerons ce journal par le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi au Palais de la Présidence de la République avec à l'ordre du jour la situation sécuritaire et les mouvements sociaux en Côte d'Ivoire. La plateforme des fonctionnaires et agents de l'État est en grève depuis la semaine dernière et la grève a été reconduite jusqu'à demain vendredi. Ce jeudi, le gouvernement entend apporter une réponse aux revendications de la plateforme. L'actualité, c'est aussi le centre de la péninsule italienne qui a été secoué hier mercredi par une série de séismes. De nombreuses personnes ont été tuées dans une avalanche et ont touché leur hôtel dans une station de ski. Vous le verrez en fin de journal. Je vous le disais en titre, bonjour donc mesdames et messieurs, je vous le disais en titre, la plateforme des fonctionnaires et agents de l'État est en grève. Vous le savez, depuis la semaine dernière, une grève reconduite jusqu'à demain vendredi. Le gouvernement n'entend pas rester les bras croisés, il compte réagir. D'ailleurs, il promet donner une réponse ce jeudi aux revendications de la plateforme. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 18 janvier au Palais de la Présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire et les mouvements sociaux, la reprise du scrutin législatif à Divo et Kouibli et le foncier rural. Les détails avec Awa Touré. La grève générale des fonctionnaires et les différentes revendications des forces armées constituaient le menu principal de ce Conseil des ministres. 2 points qui ont fait l'objet d'un communiqué du gouvernement. Dans l'intervalle, le gouvernement réitère son ouverture au dialogue et appelle le Front social au calme et à l'apaisement. Le Conseil a en outre examiné d'autres questions touchant à la vie de la nation, notamment la convocation des collèges électoraux pour la reprise des législatives dans les circonscriptions 92 et 126. En application du Code électoral et sur proposition de la Commission électorale indépendante, CEI, les collèges électoraux des circonscriptions 92 et 126, des localités de Kouibli, Nindrou, Wayabli, Nyondrou, Totrodouf, et Divo Commune sont convoqués ce samedi 28 janvier 2017 en vue de l'élection de leurs députés à l'Assemblée nationale suite à l'invalidation des résultats du scrutin législatif du 18 décembre 2016 dans ces circonscriptions, invalidation faite par le Conseil constitutionnel. La durée de la campagne est fixée à 3 jours. La campagne sera ouverte le mardi 24 janvier 2017 à 0 heure et close le jeudi 26 janvier 2017 à minuit. Le scrutin sera quant à lui ouvert donc le samedi 28 janvier 2017 à 8 heures et clos à 18 heures. Le gouvernement a par ailleurs adopté la déclaration de politique foncière rurale de la Côte d'Ivoire. Cette déclaration précise pour l'essentiel les orientations du gouvernement en matière de rationalisation des opérations de sécurisation et de rénovation des outils de gouvernance du domaine foncier rural. Ce document de politique nationale vise à améliorer la gestion des droits sur les terres rurales à travers la sécurisation des droits des détenteurs coutumiers, des concessionnaires et des exploitants. La déclaration de politique foncière rurale permettra de relever le défi de la sécurisation du domaine foncier rural, de consolider la paix et la cohésion sociale, de favoriser l'investissement dans le domaine de l'agriculture et de lutter durablement contre la pauvreté dans notre pays. Le Conseil a décidé de la participation de la Côte d'Ivoire à la 28e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un sommet qui verra l'élection du président de la commission de l'UA. Hier, face à la presse, le ministre chargé de la Défense est revenu sur le bilan des événements survenus mardi. Alain Richard Donvaï s'est également prononcé sur le dialogue en cours avec les forces armées en vue d'un retour définitif au calme. Je vous propose de l'écouter. Il y a eu effectivement 4 décès. Il y en a qui sont morts dans la nuit et 1 ce matin. Balle perdue pour l'un et confrontation directe pour 2.
Ensuite, vous avez parlé des montants. Nous n'avons pas parlé de montants jusqu'à présent et nous n'en parlerons pas. Je crois que les affaires des armées, il faudrait qu'ici en Côte d'Ivoire, on commence à respecter la grande muette. Il y a des choses qui sont du secret de défense qui seront annoncées ou divulguées quand nous estimons. Donc ce sera le moment. Nous n'avons pas parlé de montant. Le communiqué du gouvernement est clair sur les arriérés qui n'avaient pas été payés et qui étaient pris en compte dans l'accord de Ouaga. C'est ce que nous allons faire. Nous avons demandé au grand commandement, donc à la hiérarchie nouvelle militaire qui a été mise en place, d'avoir des rencontres avec les hommes, avec les commandements nouveaux, pour pouvoir passer les informations. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont erronées, beaucoup de rumeurs qui sont passées. Donc nous voulons discuter directement avec nos hommes, qui soient informés de ce qui est prévu pour la réforme de l'armée qui est en œuvre. Beaucoup de choses ne leur avaient pas été dites auparavant. Donc nous allons réengager le dialogue pour éviter que nos soldats manifestent leur mécontentement ou manifestent de cette façon-là. Ce n'est pas la façon de faire, nous leur avons dit. Et nous allons reprendre cette armée en main pour qu'elle soit véritablement au service de la nation et que les populations n'aient pas peur de leur armée. Les rois et chefs traditionnels, eux non plus, ne sont pas indifférents à la situation sécuritaire et sociale qui prévaut en ce moment dans le pays. Ils ont fait une déclaration que je vous propose d'écouter maintenant. Depuis quelques semaines, nous constatons un climat de malaise social illustré par de multiples revendications de groupes sociaux professionnels et de certaines forces de défense et de sécurité. Ces mécontentements exprimés sous formes diverses altèrent dangereusement le climat social et économique du pays. Fort de ce qu'aucun développement ne peut se faire sans la paix, nous, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, nous pouvons rester indifférents à cette situation délétère que vit notre pays. Disons à nos enfants et petits-enfants, fonctionnaires et membres de certaines forces de sécurité et de défense, d'aller dans le sens de l'apaisement, de privilégier le dialogue en ne perdant pas de vue que le fait que l'ensemble des populations sort d'un grand traumatisme engendré par les différentes crises que le pays a connues récemment. Nous, rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, prenons l'engagement de contribuer de manière significative avec l'aide de toutes les âmes de bonne volonté aux côtés des autorités gouvernementales à la recherche de solutions idoines aux préoccupations exprimées par ces différents corps sociaux. Tout en comptant sur la compréhension des uns et des autres, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire souhaitent un climat social de paix et de quiétude pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Fin à Yamoussoukro, le 18 janvier 2017. Vous le savez, des manifestations de soldats à Yamoussoukro et dans d'autres villes de Côte d'Ivoire ont perturbé la quiétude des populations mardi dernier. Hier, mercredi, c'est au port d'Abidjan, un des plus grands d'Afrique de l'Ouest, que des tirs se sont fait entendre. Mais les dispositions sécuritaires mises en place ont permis un retour au calme, ce qui a favorisé le fonctionnement normal des activités portuaires. Le point de la situation avec Abou Sanogo. Des individus armés ont tiré en l'air le long du boulevard du port et à certains accès du port autonome d'Abidjan, perturbant du coup les activités portuaires dans la matinée de ce mercredi. Rapidement, les dispositions sécurité ont été prises par l'autorité portuaire, la gendarmerie et la police nationale, ainsi que le groupement de sécurité de la présidence de la République. Dispositions qui ont abouti à un retour rapide au calme, ce qui a permis d'assurer le fonctionnement normal des activités portuaires. Ici, c'est des équipes qui travaillent par rotation. Des équipes de matinée, des équipes de soirée, des équipes de nuit. Effectivement, dans la matinée, aux environs de 9h jusqu'à 11h par là, nous avons eu quelques perturbations et qui ont conduit à déserter le port par beaucoup des agents des entreprises, surtout des entreprises un peu qui ne sont pas dans la zone sous douane qui est plus protégée. Mais les agents, les dockers qui étaient là à ce moment-là
à travers la puisque c'est créé, sont partis. Et il s'agit maintenant que les équipes de soir reviennent. C'est ce qui justifie que ici vous avez du mouvement. Les équipes de soir ont repris le terminal à conteneurs. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Aucun dégât matériel également. On comprend bien qu'à ces pareilles circonstances, il y ait de la peur. Mais l'État et nous avons travaillé à créer les conditions normales d'activité. Donc nous voulons juste les inviter, les rassurer que le calme est revenu, le port a retrouvé des conditions de sécurité normales de fonctionnement et que dès maintenant ils peuvent venir travailler. Au quai fruitier, au terminal roulier, tout comme au terminal à conteneurs, la situation est revenue à la normale. Le gouvernement a demandé au grand commandement de poursuivre le dialogue pour réunir tous les besoins de l'armée afin de revenir au calme et sécuriser les populations. Ces grands commandements ont donc échangé avec les soldats mécontents de Zambakro, une visite qui s'imposait pour rappeler aux soldats la nécessité de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Kader Sogodogo. Yamoussoukro, au lendemain du mécontentement des soldats, les grands commandements locaux, appuyés par le lieutenant-colonel Isiaka Ouattara Di Ouattao, commandant en second de la garde républicaine, entreprennent une visite aux autorités. Objectif, rendre compte du retour au calme dans la capitale politique. C'est le préfet de région qui reçoit d'abord la délégation. Après des échanges, direction la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. En ce lieu, le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, qui a également géré de près le mécontentement, a partagé avec ses hôtes sa joie de revoir la paix s'installer. Dernière étape, l'école des forces armées EFA de Zambakro. Dans les salles de formation ou le point de rassemblement des officiers, le message d'une armée respectueuse des symboles de la République a été prôné. Devant les soldats du bataillon projectable en formation dans cette prestigieuse école pour le maintien de la paix en international, responsables des coups de feu dans la ville de Yamoussoukro sont entretenus. Yamoussoukro a retrouvé la paix et ce sont des soldats disciplinés qui ont procédé au salut aux couleurs avant le départ de la délégation. Autre chose, à présent, l'INS, l'Institut national de la statistique, lance une enquête pour l'identification des indigents de la couverture maladie universelle. Cette enquête, baptisée ICAM 2017, consiste à recenser 8000 ménages pauvres du district de Yamoussoukro et de la région du Hambol, des ménages qui bénéficieront de prestations gratuites. On retrouve Kader Sogodogo pour en savoir plus. Le 24 mars 2014, il a été institué en Côte d'Ivoire la couverture maladie universelle. Ce système prévoit deux régimes, un contributif et un autre non contributif. Le deuxième cas de figure concerne les personnes dites indigentes. À l'effet de répertorier ces personnes, le gouvernement a mis en place l'identification des indigents pour la couverture maladie universelle ICAM. À ce stade, il est question de recenser 8000 familles indigentes dans le district de Yamoussoukro et dans la région du Hambol. L'Institut national de la statistique et la Caisse nationale d'assurance maladie ont entrepris des réflexions profondes sur la mise en œuvre d'un outil qui permet d'identifier efficacement ces personnes dites indigentes-là. Il s'agit d'un ensemble de variables qui sont mesurables, qui ne sont pas falsifiables, et qui nous permettent d'approximer le niveau de vie d'un ménage dans la société. Pour mener à bien cette activité, 32 agents enquêteurs sont formés à Yamoussoukro à l'initiative de l'Institut national de la statistique, INS. L'INS va apporter son appui pour élargir un peu les données qui ont été déjà produites, pour étendre un peu le champ d'action des activités qui sont menées par la CNAM. Au-delà de l'INS, c'est tout l'État de Côte d'Ivoire qui attend beaucoup de cette opération parce que ça détermine en fait le nombre de personnes à qui il faut apporter un appui et ça détermine aussi les investissements que l'État devrait mobiliser pour apporter cet appui aux personnes indigentes. La collecte des données sur le terrain durera 15 jours à compter du 19 janvier 2017. Santé, toujours. Les médecins, pathologistes, néphrologues, pédiatres, techniciens et cliniciens sont formés sur l'immunofluorescence, qui est une méthode pour poser un diagnostic précis des maladies du rein. C'est une formation organisée par la Société ivoirienne de pathologie. Objectif, améliorer la prise en charge des patients. Ami Sissoko.
comment affiner le diagnostic des maladies du rein. C'est à cette problématique que médecins pathologistes, néphropédiatres, techniciens et cliniciens de Côte d'Ivoire de la sous-région ouest africaine et centrale essaient d'apporter des réponses. Une initiative de la Société ivoirienne de pathologie. Il y a beaucoup de pratiques, des médicaments traditionnels, des thés que les gens boivent qui provoquent des insuffisances rénales. Et pour pouvoir faire le diagnostic exact de la cause de l'insuffisance rénale, on va faire des prélèvements du rein. C'est le prélèvement qu'on appelle des biopsies. Cette biopsie-là doit être analysée avec un certain nombre de techniques pour qu'on puisse vous dire, voilà, c'est ce médicament qui est à la cause de votre maladie ou bien c'est ce microbe qui a provoqué la maladie. Donc cette technique-là, c'est l'immunofluorescence. L'immunofluorescence, une technique pour déterminer avec précision la pathologie réelle du patient. C'est la Française Chantal Joanneau, 42 ans de pratique dans la biopsie rénale, qui forme ces professionnels des maladies du rein. Immunofluorescence, c'est un prélèvement qu'on fait, un petit prélèvement supplémentaire de rein que l'on fait, que l'on congèle, que l'on coupe dans une machine qui s'appelle le cryostat. Donc on coupe à moins 22 degrés de température, on fait des coupes très fines et après on appose des anticorps sur des antigènes supposés qui sont révélés par la fluorescence et un microscope à ultraviolet que j'ai amené dans mes bagages avec moi. Pendant environ 3 semaines, échange d'expériences entre ces spécialistes pour le bien-être des patients. Chez l'enfant, on ne fait pas beaucoup de biopsies, surtout qu'ici en Côte d'Ivoire, on n'avait pas l'immunofluorescence pour la biopsie. Et cet atelier va nous former. À partir de là, on pourra dire si une maladie rénale est en rapport avec le palu, est en rapport avec une maladie immunologique. Ce sera une révolution en termes de diagnostic et de prise en charge des maladies rénales, notamment inflammatoires. L'immunofluorescence va permettre une meilleure prise en charge du malade à travers des traitements ciblés pour une guérison rapide. Dans la région du Hambol, l'EPP Catioron vient de bénéficier d'un bâtiment de 3 classes pour la promotion de l'éducation à Catioron. Le don est du président du conseil régional du Hambol. Les précisions d'Hassan Khan et Amadou Ouattara, nos confrères de RTI Boaké. Catioron, village situé à 9 km de Tortilla dans le département de Niakaramadougou, l'éducation des enfants, une réelle préoccupation pour les parents. Une école est donc sortie de terre. Pendant la saison de pluie, les enfants souffrent. Quand ils s'en vont vers les 14 heures, la pluie les choucotte. Des fois, au retour, la pluie les choucotte. Donc, on a décidé de créer notre école. Pour accompagner les habitants de cette localité dans la promotion de l'éducation des enfants, un bâtiment moderne de 3 salles de classe est construit. Une initiative de Ibrahim Traoré, cadre de la région, par ailleurs président du conseil régional du Hambol. Pour être médecin, simplement, il faut aller à l'école. Pour être mécanicien, il faut aller à l'école. Pour être même bon cultivateur aujourd'hui, il faut aller à l'école. Donc, pour cela, moi, j'ai mis l'accent, en tout cas, sur l'éducation nationale. Les responsables de l'éducation et le maire de Tortilla ont exprimé leur gratitude aux donateurs en encourageant les cadres de la région à s'investir dans la promotion de l'éducation. L'école primaire publique de Catioron existe depuis 2012. Elle a un effectif de 113 élèves et présente ses premiers candidats au CPE et à l'entrée en 6e en cette année scolaire 2016-2017. Depuis le début de l'année, il est constaté un ralentissement de la commercialisation interne du cacao, entraînant l'engorgement des ports de San Pedro et d'Abidjan. Le Conseil Café Cacao, saisi de cet état de fait préjudiciable à l'économie ivoirienne, est depuis quelques jours à San Pedro pour se rendre compte des dispositions prises. Sur le terrain, de nombreux camions attendent d'être déchargés au port. La directrice générale du Conseil Café Cacao dit être optimiste quant aux solutions proposées pour venir à bout de cette situation. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. African Dream veut offrir une plateforme d'opportunités à la diaspora, recruter des jeunes de la diaspora à fort potentiel, favoriser et accompagner le retour d'une classe de jeunes cadres africains compétents et expérimentés et bâtir l'Afrique de demain. Du 24 au 26 mars prochain se tiendra à Paris en France un événement auquel sont conviés dirigeants d'entreprises, gestionnaires de ressources humaines, étudiants et cadres vivant à l'étranger.
L'information a été donnée mardi en présence de nos reporters Perpétuquement et Honorine Agnigori. Promouvoir le retour des cerveaux est l'ambition de la plateforme de rencontres, de recrutement et de promotion de l'entrepreneuriat African Dream. Pour atteindre leur objectif, les organisateurs du forum African Dream organisent du 24 au 26 mars prochain à Paris, en France, des rencontres de recrutement pour les cadres et étudiants en fin de cycle de la diaspora. Le but vraiment, c'est d'aller chercher, vraiment d'aller identifier les hauts potentiels aujourd'hui qui sont en Europe, aux États-Unis, ailleurs en tout cas à l'extérieur du continent, pour leur dire il y a des opportunités d'investissement, il y a des opportunités d'emploi au pays et sur le continent, venez. On va créer le rêve. Aujourd'hui, tout le monde vient investir en Afrique. Dans tous les forums, sur toutes les plateformes, on dit que l'Afrique est le continent de l'avenir, sauf nous-mêmes Africains qui n'avons pas encore compris que nous sommes le continent de l'avenir. Donc le concept African Dream vient vendre le concept du rêve africain. Il faut qu'on rêve aujourd'hui l'Afrique, il faut qu'on rêve notre Afrique, et ceux qui veulent évoluer sont ceux-là qui rêvent et se réveillent pour travailler. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, à travers sa direction générale des Ivoiriens de l'étranger, entend accompagner cette plateforme dans cette dynamique. Je veux dire à la diaspora qu'il y a des structures qui ont été créées pour les prendre en charge. Et les prendre en charge, ça veut dire un accompagnement. Ce n'est pas matériel pour l'instant. Si nous voulons atteindre l'émergence, cela ne va pas se faire sans la diaspora. Cet événement se positionne comme une plateforme de rencontre entre jeunes de la diaspora. Les directeurs généraux, les décideurs et les gestionnaires des ressources humaines pour relever les défis d'un essor économique et social en Afrique. Un tout petit mot de transport dans ce journal. Le transport, un secteur pourvoyeur d'emplois dans notre pays. Grâce aux minicars, appelés communément Baka, les taxis ou les Woro-Woro, les populations se déplacent aisément chaque jour pour vaquer à leurs activités. Cependant, les rapports chauffeurs-clients ne sont pas toujours au beau fixe. Incursion dans ce secteur avec notre reporter Éric Goré. Le secteur du transport urbain nourrit son homme. En Côte d'Ivoire, plusieurs opérateurs économiques investissent dans cette activité. Même si elle est rentable, l'activité rencontre beaucoup de difficultés, parmi lesquelles plusieurs dérives créées par les acteurs. Si la filière rend énormément de services aux populations, ces hommes et femmes signalent cependant vivre chaque jour un calvaire en compagnie des acteurs du transport. Ils roulent comme des fous, ils prennent des sens interdits et s'il y a deux files, ils inventent une troisième file. Par contre, s'ils peuvent passer chez vous avec le Baka par la cuisine, sortir par la fenêtre, ils le feront. Souvent quand tu dis au chauffeur, excusez-moi monsieur, essayez de rouler doucement parce que vous filez, il vous dit si vous êtes trop pressé ou bien si vous n'êtes pas content, descendez de la voiture. Ce qui n'est pas sans conséquence. Nous sommes ici à Djamé. Un accident vient de se produire entre un Baka et une bâchée. Aucun des deux chauffeurs ne reconnaît son erreur. Franchement, quelqu'un quand tu sors pour négocier pour rentrer, il faut te patienter d'abord. Celui qui est devant toi maintenant, il n'a qu'à patienter que tu vas sortir. Alors donc, selon toi, qui a raison? C'est moi qui ai raison. Quelqu'un qui veut rentrer à ta droite, la personne doit négocier avec celui qui vient si la voie normale. Donc moi, il venait si la voie normale. Il dit il a mis qui longtemps, il n'a pas vu qui longtemps. Il a évité, jusqu'à son devant est venu toucher mon derrière. C'est moi qui ai raison. Outre les accidents de circulation, les populations ont beaucoup de griefs contre les chauffeurs et apprentis Baka. Ils ne respectent pas leurs passagers. Quand vous montez, là vous êtes le prince, vous êtes le roi, on vous conduit. Mais dès que vous êtes assis et que vous avez payé votre titre de transport, vous devenez vraiment une marchandise qu'ils traitent comme moins que rien. La plupart des apprentis insultent les clients. En fait, quand tu montes là, tu veux j'ai 500. Il dit qu'il faut monter. Il sait qu'il n'a pas monnaie, il veut monter. Maintenant, il t'associe avec quelqu'un. Ce manque de respect amène ces derniers à encaisser l'argent des clients sans forcément respecter leur destination. J'ai pris tout à l'heure le Baka à Bobo pour Djamé à la Renault. Et il vient me laisser ici. Sur la route, on n'est même pas arrivé. Raison évoquée, les embouteillages. Vous imaginez un Baka qui doit faire par exemple 25 000 francs par jour. Donc c'est en fonction du temps, les gars font la recette. Un argument auquel sont habitués les passagers,
qui dénoncent ce comportement. Si les passagers sont les victimes des chauffeurs et apprentis, les bourreaux des chauffeurs, eux, ce sont les chargeurs et les syndicats. Chaque jour, on peut tirer de jour 1000 francs. Puis tirer de blanc, c'est 100 francs. À la gare, peut seulement 500. Une chaîne alimentaire dans laquelle chacun mange et est mangé à son tour. Quand tu gardes ton véhicule, les droits, tu dois payer. Mais souvent, ils attendent à ce que les clients montent dans les véhicules. Et quand on leur réclame le droit qu'ils doivent payer, et c'est là maintenant qu'ils doivent s'opposer aux chargeurs. Dans cette ambiance, se mêlent les conducteurs de pousse-pousse, cyclistes, de motocyclistes, de vélos, de brouettes qui luttent la voie avec les automobilistes en prenant de gros risques. Pour régler la question, la direction générale du Haut Conseil du transport dit avoir consigné toutes ces dérives dans un document. Les transporteurs de Côte d'Ivoire aujourd'hui ont beaucoup d'attentes. Attentes marquées par l'assainissement de l'environnement, par plusieurs autres grands projets que nous avons répertoriés, que nous avons analysés et que nous nous proposons de remettre à M. le ministre des Transports. Le nouveau ministre du Transport, Mamadou Koné, devra se pencher sur la question pour le grand bonheur des usagers du transport. C'était un dossier réalisé par Éric Goré. Les femmes du Conseil économique et social sont allées rencontrer les pensionnaires du village SOS à Daboasso à l'occasion de la 4e édition de la journée de bienfaisance. Une rencontre au cours de laquelle elles ont fait don d'une enveloppe d'1 million de francs CFA et de vivres et non-vivres à ses enfants et à leurs responsables. On retrouve Éric Goré pour en savoir plus. Les pensionnaires du village SOS d'Aboasso, visités par le Conseil économique et social à travers une délégation conduite par Ekia Suzanne Niamke, conseillère technique chargée des affaires sociales dans cette institution. Des dons en vivres et non-vivres ont été offerts pour soutenir ces enfants. En plus des dons en nature, une somme d'1 million de francs CFA en espèces remis aux responsables des lieux. Cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 4e édition des journées de bienfaisance des femmes du Conseil économique et social. Ce soutien est salué à sa juste valeur par les autorités locales et responsables du village SOS d'Aboasso. Avant cette visite du village SOS d'Aboasso, les femmes du Conseil économique et social ont pu se rendre pendant les éditions précédentes à la pouponnière Marie-Thérèse Oufoué-Boigny d'Adjamé, le village Marchou des Lépreux de Benjerville et la pouponnière d'Adiaké. L'année prochaine, elles seront encore sur le terrain pour soutenir d'autres enfants vulnérables. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz s'est entretenu hier soir avec son homologue gambien Yahya Jammeh qui refuse manifestement de quitter le pouvoir alors qu'il l'a perdu face à Adama Barrow. La médiation mauritanienne est la dernière depuis le déclenchement de la crise politique dans ce petit pays de près de 2 millions d'habitants. Une médiation qui intervient alors que les forces de la CEDEAO sont postées au Sénégal, prêtes à intervenir pour chasser du pouvoir Yahya Jammeh, dont le mandat s'est officiellement achevé hier mercredi à minuit. Gabriel Zani. Ultime médiation pour résoudre la crise gambienne. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est arrivé mercredi soir à Banjul en Gambie pour tenter une dernière fois de faire fléchir Yahya Jammeh, le président sortant gambien, qui s'obstine à rester au pouvoir malgré sa défaite. Depuis décembre, 2 missions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont négocié une sortie de crise sans heurts avec Yahya Jammeh, sans succès. Cette dernière médiation intervient dans un contexte de chaos politique avec la Gambie, car tous les recours de la CEDEAO sont épuisés. La Mauritanie veut intervenir, mais elle n'est pas membre de la CEDEAO. Pendant ce temps, la tension est palpable à la frontière avec le Sénégal. Des troupes ouest-africaines sont prêtes à intervenir sur ordre de la CEDEAO, l'organisation ayant à plusieurs reprises averti qu'elle pourrait avoir recours à la force en dernier ressort. Mercredi 18 janvier, le mandat de Yahya Jammeh a officiellement expiré. Le climat s'est encore tendu quand le président sortant a décrété mardi l'état d'urgence pour 90 jours avec l'approbation de l'Assemblée nationale. Réfugié au Sénégal voisin, le vainqueur du scrutin, Adama Barrow, doit être investi ce jeudi 19 janvier. Une investiture qui pourrait se tenir à Dakar au Sénégal, à l'ambassade de la Gambie, annonce ses services de communication. Face au risque d'affrontement qui menace le pays, des milliers de civils, des touristes, fuient Banjul, la capitale gambienne.
Vous allez le voir en image, une avalanche